En el espacio de casi 2 meses, entre octubre y diciembre de 2018, se plasmó en Francia una de las historias políticas sociales más violentas e increíbles del siglo XXI europeo. Es la historia de un presidente, el francés Emmanuel Macron, que perdió frente a su pueblo y a su pueblo. Y la historia de una sociedad que, lejos de los centros urbanos, las tecnoburguesías, los sindicatos, los partidos o la iglesia, se levantó contra la injusticia de un modelo fiscal que pretendió que solo las clases populares pagaran por la protección del medio ambiente. Allí surgió ese objeto político aún sin identificación, los chalecos amarillos. Il faut se battre quand c'est nécessaire. Les idées à défendre, c'est une vie meilleure. On veut vivre et pas survivre. Si el detonante primero de esta crisis fue el aumento del precio del gasoil, los chalecos amarillos, sin embargo, fueron más lejos. Sacaron a la superficie las profundas desigualdades que se habían arraigado en el país. Es un movimiento social en un contexto de crisis política y de crisis social, los dos. Es una parte de la sociedad que dice que no aceptan sus condiciones de vida, que quiere pagar menos impuestos o taxas. Pero es un movimiento de protesta por el deterioro de las condiciones de vida y de consumo, que también siente un problema de injusticia social y hay una demanda de democracia, digamos, ¿no? Je respecterai chacune et chacun dans ce qu'il pense et dans ce qu'il défend. Particularmente la elección de Emmanuel Macron agravó esa situación. La France, c'est nous, la France! Les politiques continuent à se foutre de notre gueule. Ils s'en foutent plein les poches, les banques s'en foutent plein les poches et le peuple crève. Et ça, c'est pas normal. Esta vez, los que salían a las calles no eran desempleados, inmigrados, sindicalistas, estudiantes o funcionarios públicos. No, pertenecían a una Francia que algunos llamaron groseramente invisible. On est là pour des millions de Français et de Françaises qui attendent quelque chose de notre détermination. Maintenant, il faut arrêter, il faut donner du pouvoir d'achat aux gens, il faut augmenter le SMIC, il faut que les gens puissent vivre de leur travail. Macron démission. C'est une vraie et forte révolte populaire, très impressionnante, extrêmement forte, extrêmement éventuellement violente, c'est-à-dire qui affirme aussi par le geste de la violence que les choses ne peuvent pas durer, que la France subit un choc néolibéral extrêmement fort, et c'est cette France qui se rend compte que tous les anciens mécanismes de solidarité collective sont en train de s'affaiblir, qu'on les met en difficulté, et qu'on les jette sur le marché, qui en fait ne profitent qu'aux plus riches et aux gens qui vivent dans les grandes villes. Tu sais, c'est comme un éclair dans la nuit, d'ailleurs un éclair jaune. Soyons à l'écoute de ce que dit le pays. Prenons son pouls, allons l'écouter, comprenons-le, c'est notre pays. Nous devons traiter et comprendre ce mouvement pour ce qu'il est, pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Il ne rentre dans aucune case. C'est un phénomène de type nouveau. C'est une révolution citoyenne qui met en mouvement le peuple et pas précisément telle ou telle catégorie sociale ou professionnelle. Donc, ou évidemment telle ou telle catégorie politisée. La puissance du mouvement, elle est dans la détermination des gens qui sont là. C'est pas des gens qui veulent tout détruire, c'est des gens qui se mettent à réfléchir à tout en même temps. C'est une France rurale. Les gens, ils veulent pas payer les impôts
qui vont servir les capitalistes. D'autres pôles de la société, il y a de l'argent qui s'accumule, des milliards, des milliards, des milliards, les profits des plus riches qui augmentent. Este movimiento dice, en su corazón, tenemos problemas sociales y queremos que el poder nos responde de manera social. Queremos más dinero para vivir, queremos pagar menos impuestos. Este fue un movimiento, sin lugar a dudas, de denuncia muy fuerte de los excesos de la riqueza y del poder. Y desde ese punto de vista se parece mucho a lo que los historiadores y los sociólogos hemos llamado la defensa de una economía moral. Es decir, hay reglas en las desigualdades que pueden ser aceptadas, en las injusticias que todos aceptamos por consecuencia de los pactos sociales, que en determinado momento se rompen. Entonces, aquí se le está diciendo al gobierno y a las grandes empresas y a los sectores ricos de la población, ustedes están rompiendo las reglas de juego y nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados mirando cómo ustedes establecen nuevas reglas de juego. Le problème qu'il y a au niveau du gouvernement qui s'enrichit avec notre argent. On veut vraiment vivre de notre salaire, que le gouvernement nous écoute. Il y a 25 ans, je gagnais plus qu'aujourd'hui. C'est normal ça. Les gens ont pris conscience de la force de l'inégalité et de la brutalité de la politique des dominants. On a même vu des blindés à Paris. L'oligarchie se défend avec une force extrême, parce que les riches ont eu peur, et elle est prête aussi à abandonner les garanties de la liberté. Les Français se réveillent. Je pense qu'ils ont été trop pris pour des cons et au bout d'un moment, ça explose quoi. Il y en a qui disent que c'est la dictature des algorithmes, il y en a d'autres qui disent que c'est la dictature de l'Union européenne. Moi je pense que le vrai fond de l'affaire c'est la dictature des riches. Parce qu'en fin de compte, quoi qu'il arrive dans cette société, c'est toujours les plus riches qui s'enrichissent. Y compris en 2008 quand il y a eu la crise. Voilà, qui a dû payer les pots cassés de tous ces banquiers là qui ont fait n'importe quoi sur le marché? C'est nous, c'est le contribuable, c'est l'argent français qui est ça. C'est l'argent des Français mais de tous les travailleurs du monde qui a servi à rembourser ça. C'est ça qui est scandaleux. Donc moi je pense que oui, il y a une dictature des riches aujourd'hui. Et donc cette dictature des riches, bien entendu, Google se sert des algorithmes pour extraire nos données, mais la véritable exploitation, moi je pense qu'elle est directement dans les usines, dans les entreprises où on travaille et où on est payé des salaires de misère. Esta bronca francesa integró en sus exigencias el tema écologico. C'est parti d'une contestation de la taxe carbone. Donc une taxe qui, dans son principe, est juste et bonne sur le plan de la politique écologique. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ont tout de suite vu que cette taxe carbone, elle pesait sur les petites gens, sur tout le monde, sur ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, par exemple, en province, mais que les riches, pendant ce temps-là, avaient une fiscalité qui était très avantageuse. C'est révoltant, c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens sont dans la rue. C'est parce que c'est révoltant, c'est parce que c'est inadmissible, c'est pas humain. J'imagine que vous comprenez, et vous feriez pareil. Eso funcionó como desencadenante, ¿no? Fue un poco la gota que desbordó el vaso y que permitió la movilización, que también es una movilización muy singular. Et ça a généré un sentiment d'injustice très fort. Et finalement, cette révolte populaire, c'est une révolte contre l'injustice fiscale, et pas contre l'écologie, mais contre l'injustice fiscale. Et à partir de là, c'est une révolte contre les élites, c'est-à-dire les classes dirigeantes, qui en fait s'arrogent des privilèges indus. Les gens fondamentalement dans ce mouvement ne sont pas contre les impôts. Le véritable problème, le véritable scandale, c'est qu'aujourd'hui les impôts qu'on paye, ils ne reviennent pas à la population. C'est ça le vrai scandale. Quand vous voyez par exemple que Macron et son gouvernement, ils renouvellent chaque année le CICE qui consiste en des aides. Là cette année c'est 40 milliards aux grandes entreprises du CAC 40, etc. Quand vous voyez que Total, qui fait des milliards de profits, qui exploite ses travailleurs, ne paye pas 1 centime d'euro en France, et qu'à côté de ça, on demande aux gens qui ont plus rien de payer, et encore de payer, les gens en ont marre. De toute manière,
tous ceux qui sont là, c'est toujours la même chose, c'est toujours enlever du personnel, augmenter les taxes, c'est tout ce qu'ils trouvent comme solution. On ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre l'augmentation des prix du carburant. Hay mucha gente para quien el coche es indispensable y hay muchas familias, por ejemplo, que necesitan 2 coches porque viven lejos del empleo del marido, de la esposa, los dos viven cada uno a 30 o 50 a veces kilómetros del lugar de trabajo, que no es el mismo, no hay la escuela para los niños, entonces se necesita ir a trabajar con el coche, ir con el coche para la escuela de los niños, etc. Entonces hay muchos problemas que no fueron tratados de manera seria. J'utilise ma voiture pour aller travailler, donc ça devient un peu compliqué. Puis maman célibataire, j'élève mon fils toute seule, je galère toutes les fins de mois. La politique d'Emmanuel Macron maintenant c'est ça, c'est serrer les vivres et ça va plus quoi. Los desiertos que son devenidas ciertas regiones de Francia, cuando tú vives en un lugar donde no hay más empleo, no hay más servicios públicos, tú no tienes la escuela para tus niños, la maternidad para tu mujer, cuando no hay más la estación del tren, cuando no hay más los correos, la casa de correos, etc. Cuando todo eso desaparece y que no hay más empleo, la gente dice, la vida no es posible. Je suis déguisé en vache parce qu'on n'est plus des vaches à lait. París, escenario muy golpeado de esta crisis. Que l'on n'avait jamais vu, c'est un Paris occupé dans ses beaux quartiers. D'habitude, quand il y a des manifestations, voire des émeutes à Paris, ça se passe du côté de la Nation, de la Bastille, de la République. Là, ça s'est passé sur les Champs-Élysées et même une fois l'avenue Foch, c'est-à-dire l'avenue où se concentrent les plus grandes richesses de France et peut-être du monde, il y a eu des barricades et des émeutes sur l'avenue Foch. Así como el mayo del 68 fue novedoso porque fue cerca de la Sorbona y del barrio latino y del Boulevard San Michel, digamos, y este es un lugar poco frecuente para la protesta social, este movimiento innovó y provocó una enorme sorpresa, digamos, dirigiéndose al Arco del Triunfo. Pero alrededor de él se encuentran los sectores más ricos y más poderosos de la sociedad francesa e incluso a nivel internacional está a unos pasos de allí el Palacio Presidencial, el Palacio de Gobierno, del Primer Ministro, los ministerios y demás. Entonces, la llegada de este movimiento provincial que viene de las provincias y se va allí, al corazón del lujo, de la riqueza, del turismo, de la omnipotencia, era una manera de ir a decir, a descargar su bronca frente a la prepotencia de los ricos. Il y a eu une focalisation sur Paris. Les images de Paris, l'Arc de Triomphe, avec des manifestants, l'avenue Foch, des barricades en feu sur les Champs-Élysées, ça a frappé tout le monde, y compris en France. C'est une icône internationale. Mais ce que les images ne montraient pas, c'est qu'il y a eu, dans plein de ronds-points, partout en France, des ronds-points qui sont occupés par des gens, dans des coins de la France totalement inconnus. Il faut que le peuple retrouve sa souveraineté. Nous, on est juste des étendards d'une pensée collective. C'est les gens en ont ras-le-bol, quoi. C'est juste un mouvement de prise de conscience collective d'un système globalisé qui a complètement oublié les gens du quotidien, quoi, les petites gens. La historia de amor entre el presidente y el pueblo que lo eligió se acabó muy lejos de París, y de esos terruños apacibles, la bronca amarilla saltó al corazón del mundo.
Facebook, Change.org fueron decisivos en la batalla como las demás redes sociales. Y aquí también, como ya lo veremos, los chalecos amarillos inventaron otras reglas para jugar en el escenario social. Todo partió de una indignación. Sus tres personajes iniciales ofrecen un retrato de la composición social de los chalecos amarillos. La explosión originaria la activó el pasado 10 de octubre Éric Drouet, un camionero que salió a protestar en Facebook contra el alza del carburante. Una semana más tarde le siguió una hipnoterapeuta, Jacqueline Moreau, quien denunció en las redes la caza contra los automovilistas. 4 días después, en Change.org, una microempresaria de 30 años, Priscilla Ludowski, lanzó una petición contra el precio de los carburantes. Quand est-ce que ça va se terminer la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là, on atteint des sommets. J'ai fait une petite liste de ce qu'on subit depuis que vous êtes là, mais on en a plein les bottes. C'est clair? La pólvora se encendió enseguida. En 10 días, los grupos explotaron en Facebook. Se crearon casi 300 grupos de apoyo que ya totalizan más de 4 millones de usuarios. No se puede hablar hoy ya de movimientos sociales sin tomar en cuenta Internet, las redes sociales, los teléfonos móviles, etc. Todas las nuevas técnicas de comunicación. Pero lo que es muy fuerte con este movimiento es que él dice, vamos a articular el virtual, el digital, las redes, etc. y la presencia concreta en todo el territorio nacional. Es decir, la vida concreta de actores que viven, que se encuentran, que viven en todos los lugares donde ha funcionado el movimiento, y ser visible con las famosas chalecos amarillos. Entonces es un movimiento que es digital, internet, redes sociales de un lado, que es un movimiento visible concretamente en todo el territorio y que hace los dos. Eso es nuevo. Les gilets jaunes, quand ils s'expriment via les réseaux sociaux, eh bien, ils reprennent un pouvoir sur notamment les médias et puis le pouvoir politique. Je prends position, j'ai un visage, j'ai un nom, je suis moi, mais pas par égotisme, hein, mais au contraire par affirmation de sa citoyenneté. Antes tenemos Occupy Wall Street, tenemos los indignados del 15M en España, movimientos de este tipo que tienen una cierta manera de articular las redes y un lugar concreto de encontrarse. Pero un lugar, o dos, o tres, aquí es todo el territorio y con una visibilidad muy fuerte que funciona muy bien con la televisión amarillo. Es un movimiento muy innovativo desde este punto de vista. Les salaires ne bougent pas, on n'est pas écouté, Monsieur le Président nous méprise, c'est plus possible. La fractura tenía una pequeña historia. Esta remonta al inicio del mandato de Emmanuel Macron, en mayo-junio de 2017, cuando llevó a cabo una reforma fiscal que le valió el apodo de presidente de los ricos. Nunca se lo pudo sacar. Le gouvernement de M. Macron a, d'entrée de jeu, en 2017, allégé la fiscalité sur les riches, notamment en allégeant ce qu'on appelle en France l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Et dans le même temps, il continuait à faire la taxe carbone. Donc on avait vraiment 2 poids 2 mesures, une taxe qui pèse de plus en plus sur tout le monde, et puis des taxes pour les très riches qui sont allégées. La llegada al poder de Emmanuel Macron es una llegada orquestada por un grupo de tecnócratas, de técnicos de alto vuelo, muy jóvenes, muy capacitados y muy en fase con la globalización, decidieron tomar las medidas que ellos consideraban que eran necesarias para que Francia avanzara hacia el liberalismo. Dès votre entrée à l'Élysée, vous en avez fait la priorité des priorités. Enrichir les riches. Aparecieron como profundamente arrogantes, sordos, desconectados de la realidad, desconectados del pueblo. Entonces ahí agudizó este sentimiento de autoritarismo y de injusticia, ¿no?
La verdad es que hay una falta inicial, un pecado original del presidente, que fue la modificación del impuesto sobre la fortuna, sobre el dinero que la gente tiene. Entonces, el gobierno ha empezado su trayectoria política con esta mensura y otras que son en favor de las empresas, no en favor. Entonces la gente dice, bueno, el gobierno da mucho a los ricos, muchos a las empresas, y después nosotros debemos pagar. Entonces hay un sentido muy fuerte que este presidente es el presidente de los ricos. Qui nous a vendu, c'est pour faire encore marcher les multinationales, les Peugeot, les Renault, les voitures. Mais qu'est-ce qui s'est passé aux Tuileries? Il y a la commune de Paris qui est venue avec le peuple pour renverser le roi Louis. Tout le monde aime la police qui en l'insurrection. El movimiento de los chalecos amarillos sí logró que el presidente retrocediera. Suspendió al menos durante 2019 el aumento del gasoil, aplazó el aumento de la luz y el gas, alentó a las empresas a pagar una prima de fin de año y anunció un aumento de 100 euros del salario mínimo. Un primer resultado que deja igual muchos interrogantes. ¿Qué pasará después con un movimiento de esta fuerza y al cual tanto la extrema izquierda como la extrema derecha intentaron acercarse? No es un movimiento político, no es un movimiento de extrema izquierda o de extrema derecha, no es un movimiento revolucionario. Sí se habla de Macron y del poder como de Luis XVI o de su esposa María Antoinette o cosas de este tipo. No es un movimiento que quiere acabar como una revolución. Le mouvement des Gilets jaunes, qui est en aucun cas haineux, politique, et qui rassemble divers milieux sociaux. Au début, ils étaient tous d'extrême droite. Après, ils étaient tous contre l'écologie. Les Gilets jaunes écoutent tout le monde. C'est normal, c'est le peuple. Ils écoutent, ils se méfient de tout le monde. Et aussi de moi. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun parti politique derrière tout ça. Aucun gouvernement. Si on fait tout ça, c'est qu'à la base déjà on est déçus par tout ça, par tout ce qui est politique et gouvernement. On en a marre de vivre dans une société où c'est les riches qui ont tout, et c'est où les travailleurs et les pauvres qui payent pour que les riches aient tout. Donc en fait c'est un mouvement contre une société qui est injuste. Nadie intuyó jamás que un movimiento surgido de la Francia profunda vendría aquí, a París, a buscar su victoria y más allá de ella, la de toda una sociedad. El gobierno apunta a que esto sea simplemente un obstáculo que hay que sortear y principalmente a no modificar en absolutamente nada su programa de reformas, ¿no? Este movimiento significa que salimos de un mundo y entramos en un otro mundo, que salimos de un tipo de sociedad y entramos en el nuevo tipo de sociedad. Y este movimiento dice, no queremos pagar para este cambio, no queremos ser lo que van a desaparecer. J'ai vu des gens tomber à la mer, j'ai vu des gens fuir la misère, j'ai vu des gosses creuser la terre au profit de gros milliardaires. J'ai vu l'État créer des guerres, vendre des armes pour les affaires, démocratie autoritaire pour nous faire manger la poussière. Débranche ta télé et enfile ton gilet et ôte les chaînes à tes pieds et enfile ton gilet. Los chalecos amarillos crearon sobre la marcha moldes de acción que no existían hasta ahora. El tiempo dirá qué va a ocurrir con este levantamiento amarillo. Desde ya, el aluvión amarillo dejó una herencia esencial, instaló en el debate democrático la variable de la ecología que antes no existía y también obligó a un poder ultraliberal a volver sobre sus pasos. Donc c'est le mouvement le plus fort qu'on voit depuis 20 ans, plus de 20 ans. Donc ce que nous disent aussi la révolte
populaire des Gilets jaunes, c'est que maintenant la question écologique, elle vient au centre de la politique en général. C'est à partir de la question écologique que l'on va pouvoir analyser, repenser toute la question politique. Es un movimiento que no trata de la transición ecológica, que no es opuesto a esta transición, pero que introduce la idea que hay una contradicción. Realmente dice hay un problema sobre la manera de cambiar de tipo de sociedad. ¿Quién va a pagar para eso?